Bienvenue dans la rétrospective de la période des questions. Ici Donna Skelly, présidente de l'Assemblée législative de l'Ontario. Attachez vos ceintures, en route pour 1986. L'année où Microsoft est entré en bourse et l'Oprah Winfrey Show a commencé. L'époque où Wayne Gretzky était au sommet avec les Oilers d'Edmonton, où il a battu son propre record de la LNH de plus d'aides et de plus de points en une saison. Des records qu'il détient toujours aujourd'hui. Mais maintenant, écoutons ce dont la Chambre débattait à l'époque. De la Chambre de juger du bien fondé des déclarations. Député de Lincoln. Merci, Monsieur le Président. La politesse élémentaire est peut-être le thème qu'il fallait utiliser. La question, s'il vous plaît. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de la Santé. Maintenant qu'on a eu l'occasion de jeter un coup d'œil à ce document qui, encore une fois, est un brouillon, un premier jet. En ce qui concerne les modifications à la loi sur les maisons infirmiers, on demande au ministre de consulter les représentants des gens qui habitent ces maisons. Est-ce que le ministre ne serait pas d'accord que les représentants doivent être libres de faire ce qu'ils veulent et qu'ils devraient être indépendants du ministère? Je crois que les représentants qui tiennent à cœur l'intérêt des résidents des maisons de soins infirmiers, il y en existe de tout genre, et je crois que de mon point de vue, à partir de ce que vous avez lu, je crois ce communiqué offre une des options possibles. Et vous devez attendre la version finale des modifications qui sera présentée dans cette Chambre avant de faire d'autres suppositions. Je crois que tout le monde ici veut qu'on procède très rapidement en ce qui concerne la modification de la loi sur les maisons de soins infirmiers. Nous voulons nous voulons vous dire que si vous avez reçu une certaine version de ces modifications et vous voulez mettre des commentaires, nous serons très heureux de recevoir vos commentaires, mais en temps et lieu, nous allons rencontrer les gens qui vont émettre des commentaires. Nous allons tenir compte de leurs commentaires afin de rendre la loi le plus efficace que possible. Question supplémentaire. La flexibilité du ministre est un peu... nous chauffe le cœur, il faut dire. Mais d'autre part, je vais lui dire que peut-être qu'il peut avoir accès à nos propres documents de la même manière que nous aurons accès à ces documents. Le paragraphe 2A ou 2B de ce projet de loi parle de certains aspects de maisons de soins infirmiers, mais je ne vois pas comment les représentants de ces résidents peuvent formuler des plaintes au nom de ces résidents et les transmettre à la Cour. Comment est-ce que le ministre peut expliquer, est-ce qu'il peut nous expliquer comment la révision de cette loi pourra profiter aux résidents en ce qui concerne l'application de la loi? Il y a des inspections, un processus d'inspection. Il y a des occasions où on peut enquêter des violations, des infractions plus sérieuses. On peut les traduire en cours, vous le savez. Je crois qu'on essaie de trouver une méthode plus rapide pour traiter les infractions. Je crois que tout le monde ici aimerait voir un rôle plus important pour le conseil des résidents et on essaie d'améliorer les occasions et on essaie de trouver une résolution, de trouver des solutions plus rapides aux problèmes. Dernière question supplémentaire. Est-ce que le ministre ne serait pas d'accord qu'il est temps de mettre en œuvre
une charte des droits pour les foyers de résidents et un mécanisme efficace pour appliquer cette charte de droits d'une façon qui serait indépendante du ministre de la Santé. L'honorable député sera d'accord que, compte du fait du caractère de ce projet de loi, il ne peut pas y avoir une charte de droit indépendante. Une charte de droit, quelle que soit la forme qui sera comprise dans le projet de loi, ne peut être qu'indépendante parce que ces droits concernent les droits des gens qui habitent ces maisons. Je ne vois pas comment cela peut être relié au ministère de la Santé. Mais s'il y a des suggestions à nous faire, je serais très heureux de les étudier en préparation de la version finale. Le député de High Park Swansea, ma question s'adresserait au ministre du Travail et au ministre responsable de la condition féminine, mais en leur absence, je dois poser ma question au ministre responsable des services gouvernementaux. Je voudrais savoir comment est-ce qu'il peut justifier l'intérêt que son gouvernement porte à l'équité salariale et sa sensibilité aux questions ethniques et multiculturelles, alors que son propre gouvernement refuse d'appliquer même le principe de salaire égal pour travail égal dans l'exploitation honteuse des Portugaises qui sont payées que 5 $ de l'heure pour le nettoyage des bureaux dans l'immeuble Whitney, alors que d'autres employeurs qui font le même travail sont payés 9 $ et 1 cent de l'heure. Comment pouvez-vous justifier une telle exploitation si honteuse? Monsieur le ministre, eh bien, Monsieur le Président, je dois dire, je sais qu'il y a une tempête aujourd'hui, mais de voir mon ami de High Park commencer par lamenter qu'il est pris avec moi n'est pas tout à fait très encourageant. Eh bien, à l'ordre, j'essaie de répondre à la question. Si le député de High Park peut retenir l'exubérance de ses collègues, ce serait peut-être un peu plus facile. Je veux dire à l'honorable député que j'aimerais avoir l'occasion de vérifier les faits qu'il a présentés à l'Assemblée. Ma propre opinion, c'est que de telles informations méritent d'être examinées de très près et je serais très content de pouvoir assurer l'honorable député qu'en ce qui concerne les pratiques du ministère des services gouvernementaux, nous essayons d'être très justes. Nous suivons les lignes directrices émises par le ministre du Travail, mais je peux promettre à l'honorable député que quand je vais recevoir ces informations, je vais l'étudier de façon très soignée. Question supplémentaire. Monsieur le Président, c'est incroyable qu'après 2 ans, le ministre va essayer de vérifier ce que j'ai dit. Il sait très bien qu'il accorde des contrats pour ses travaux d'une façon honteuse, d'une façon où l'octroi des contrats nous rappelle des méthodes utilisées au 19e siècle quand on exploitait les travailleurs. À l'ordre. Monsieur le Président, on pourrait provoquer les gens et dire que compte tenu des pratiques d'une administration dont il faisait partie de 1981-85, cette prise de position de ce député me coupe le souffle. L'honorable député n'est pas content de la politique
que l'ancien gouvernement avait adopté avec beaucoup d'enthousiasme au début des années 80. J'espère qu'à ce moment, il avait exprimé ses opinions à ses collègues qui est maintenant chef de l'opposition et qui, à l'époque, était trésorier. Je voudrais dire, Monsieur le Président, que nous sommes en train de voir à ce que tous les travailleurs sont bien traités de façon juste, pas seulement aux travailleurs permanents, mais aussi ceux qui sont embauchés à la suite des contrats que nous avons octroyés. Mais je voudrais répéter au l'honorable député que je vais tenir compte de son discours et de sa question. Je vais vérifier ses dires et je lui ferai un rapport. Eh bien, le ministre du Travail vient d'arriver et peut-être que lui, il pourra répondre à la question complètement. Le ministre sait très bien qu'ayant découvert ce 400 millions de dollars dans les coffres du ministère, même quand vous offrez des contrats à des sous-traitants, vous serez peut-être étudier un peu ce que vous faites quand vous avez le député qui essaie de redresser les torts sociaux. Et peut-être que ces gens-là qui veulent avoir d'équité salariale, parce que je peux vous dire, c'est que ce projet de loi ne va pas mourir. À l'ordre. Je suis un peu perdu. Est-ce qu'on parle du projet de loi 105 ou c'est ça votre question? Il y a un projet de loi présent dans cette Chambre concernant l'équité salariale. Monsieur le ministre, êtes-vous d'accord avec ça? Je pourrais avertir le député. Je pourrais annoncer le temps qui reste. Monsieur le Président, je voudrais tout simplement dire à l'honorable député de High Park Swansea que je pense la meilleure réponse que je peux lui offrir en réponse à ces envolées oratoires, c'est le gouvernement a voulu assurer que ses employés, je voudrais dire à l'honorable député que ces employés qui travaillent sous contrat pour le gouvernement doivent travailler au terme de certaines lois concernant le travail. Et je répète encore une fois, je veux tenir compte de ces dires, je veux les étudier et je veux lui donner une réponse très prochainement. Parce que je ne voudrais pas que lui, il meure de crise cardiaque en cette période festive. Ma question s'adresse au ministre du Travail. En fait, j'ai plusieurs questions pour le ministre du Travail. Je voudrais demander au ministre, et je suis sûr qu'il est au courant du témoignage donné par Mme Larcher, la veuve de 77 ans de Timmins, dont le mari est mort. Son mari était un mineur. Je voudrais poser cette question au ministre. Compte tenu du fait qu'il y a littéralement des centaines de femmes et d'enfants qui se trouvent dans la même situation que Mme Larcher, qui n'ont aucune indemnisation après le décès du mari à la suite du cancer, est-ce que les gens qui souffrent du cancer des poumons, qui reçoivent aucune indemnisation actuellement, il y a eu des études faites depuis plus de 10 ans concernant ce qui se passe dans les mines et le cancer. Est-ce que le ministre peut expliquer à la Chambre le retard incroyable avant d'offrir toute indemnisation aux survivants des mineurs qui sont morts de cancer? Bien, Monsieur le Président,
Je crois que l'honorable député sera d'accord qu'il y a en fait deux questions. D'abord, il y a la question de cause et effet. Il faut établir cette relation. C'est mon opinion et je crois que je l'ai déjà dit au cours du rapport Buehler. Je crois que nous avons étudié les conclusions du Dr Mueller et nous avons déterminé qu'il y a un rapport. Et ensuite, deuxièmement, il y a les critères qui doivent être établis. Si les critères à établir devraient être, c'est que toute personne qui travaillait dans les mines d'or, d'uranium ou n'importe quelle autre mine, pour une certaine période de temps, au cours des 50 dernières années, devrait recevoir des indemnisations pour certains types de cancers, ou est-ce qu'il doit y avoir certaines limites ou certaines normes? C'est pour ça que les conclusions du Dr Mueller a été expédié à un organisme compétent qui est composé des représentants du ministère du Travail, des syndicats et de la communauté scientifique. Ce comité essaye de déterminer quels critères devraient être établis et quelles normes devraient être établies. Et c'est ce qu'on essaie de trouver. J'attends leur conclusion avec impatience. Monsieur le Président, le ministre doit être au courant que cela fait 1 an et demi qu'il occupe ses fonctions. Au cours de cette période, on a refusé de renseigner les représentants de ses veuves, de ses survivants. Les informations à caractère scientifique ont été refusées par son ministère. Les représentants n'ont pas reçu des rapports qu'ils devaient recevoir il y a quelques mois. Et le ministre a même failli à sa tâche de répondre à l'assistance, à leur demande d'assistance. Compte tenu de toute cette litanie de refus et compte tenu du fait que jusqu'à présent, personne n'a reçu d'indemnisation, est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi il ne devrait pas démissionner, étant donné qu'il était incapable de remplir ses fonctions? Eh bien, Monsieur le Président, avec tout votre respect, l'honorable député ou ses collègues sont de Sudbury East, au printemps de cette année, avaient demandé que l'étude Mueller qui devrait être confiée à un représentant du syndicat des travailleurs de l'acier. Monsieur le Président, je comprends que, et je crois c'est ce que l'honorable chef du troisième parti parle. Je crois qu'il parle d'une lettre que j'avais reçue de M. Gerard, des allégations que des copies de l'étude Mueller et d'autres études n'ont pas été remises au syndicat des métallos. J'aimerais savoir pourquoi et pourquoi on ne devrait pas le remettre. Je crois qu'on devrait le remettre à ces organismes. Dernière question supplémentaire. Il y a seulement deux conclusions. C'est que le ministre est tout à fait incompétent ou c'est que le ministre refuse des informations à des gens qui devraient recevoir ces informations. Quoi qu'il en soit, notre caucus est d'avis que le ministre doit démissionner parce qu'il ne remplit pas ses fonctions. Et nous avons l'intention de le voir aujourd'hui. Comme dernière question supplémentaire, Monsieur le Président, je voudrais demander au ministre que, compte tenu du fait qu'en Ontario, en 1986, il y a environ 2000 accidents par jour, le taux d'accident le plus élevé dans l'histoire de cette province, il y a une personne qui meurt chaque jour de travail. Compte tenu de ces tristes événements et compte tenu du fait que vous n'avez pas réussi à faire respecter la loi, est-ce qu'on peut quand même être sûr qu'on va recevoir un plan de sécurité et de santé au travail pour les travailleurs? Alors, pourquoi est-ce que vous ne démissionnez pas tout de suite? Monsieur le Président, je n'ai pas l'intention de démissionner et je crois que ce ministre et surtout ce gouvernement a fait beaucoup plus au cours de ces 17 mois
à propos de la santé et la sécurité au travail que ce qui a été fait pendant de nombreuses années auparavant. Et je dois dire, Monsieur le Président, je dois dire que ce côté de la Chambre, nous n'allons pas prendre la deuxième place à n'importe qui fasse partie de l'opposition officielle ou du troisième parti en ce qui concerne la sécurité au travail en Ontario. Je rentre d'un discours, d'une conférence où j'ai rappelé aux entrepreneurs le caractère important de leurs obligations et que le danger présent dans le domaine du travail est trop élevé. Le fait que, Monsieur le Président, nous avons une nouvelle question. Alors, le député de Sudbury-Est. Alors, nouvelle question. Le député de York Sud. Monsieur le Président, j'aimerais simplement verser ceci au dossier, que ce soit bien clair. Le commentaire de mon collègue de député de Sudbury-East doivent être répétés. Il y a plus d'accidents aujourd'hui qu'il y en a en 81, ou il y a plus d'inspecteurs plutôt. Mais examinons la question des paiements de fin de service. L'ancien greffier de cette Assemblée a pris sa retraite, ou plutôt on lui a demandé de le faire, et on a parlé de pratiques courantes à l'égard de personnes qui étaient licenciées, et que c'était chose courante que de payer à une personne qui tenait un poste important d'avoir l'équivalent de 1 an ou 2 ans de salaire. Mais qu'en est-il des milliers d'employés qui n'ont pas droit à ce genre de prestations parce qu'ils ne sont pas couverts par le règlement de 50 employés et que ces personnes ne touchent pas un sou, des personnes qui sont là depuis 30, 40 ans et ne touchent rien, alors que pendant ce temps, on paye 2 millions de dollars pour un seul individu, alors qu'on paye une somme beaucoup moins importante pour plusieurs personnes, plusieurs fonctionnaires. Qu'est-ce que votre gouvernement a l'intention de faire? Eh bien, Monsieur le Président, j'aurais cru que l'honorable député reconnaisse à l'Assemblée et à la population de l'Ontario que cette Assemblée a passé en troisième lecture le projet de loi 128 et ce projet de loi est la seule loi que je connaisse qui existe dans tout le pays qui cherche à pouvoir contourner les mesures prises par le gouvernement fédéral qui, en fait, rendraient impossible ce genre de réduction parce que cet argent est déduit des prestations d'assurance chômage. Et certes, le gouvernement de l'Ontario a su faire preuve d'innovation, d'esprit innovateur, et nous pensions qu'il était important que nous devenions la première juridiction au Canada afin de s'assurer que les prestations de fin de service soient versées lorsque nous pensons que ça doit être fait. Ce qu'on nous indique, c'est qu'il est fier du gouvernement provincial de pouvoir faire et qu'on soit au niveau de 80-82, comme l'a indiqué Russ Ramsey à son époque. En fait, on ne se traite pas du tout de personnes qui ne touchent aucune prestation de fin de salaire, de fin de service. Mais il y a d'autres domaines dans lesquels vous ne faites rien. Le 25 novembre 1984, c'est seulement à ce moment-là que vous avez remis un rapport qui nous est dû depuis longtemps. Et M. Brown, conseiller de la Reine, a été nommé à un poste où il devait effectuer certains examens, sa consultation. Et cet homme devait se voir reconnaître des garanties quant à diverses prestations, jours de congé et autres. Et ceci est sorti l'année dernière, il y a 1 an. Et ma question est de savoir qu'avez-vous fait pour ces travailleurs qui ont été congédiés et qui se retrouvent dans la rue sans aucune compensation. Vous n'avez rien fait. Pourquoi ne démissionnez-vous pas?
ce genre de fait devrait suffire pour vous faire démissionner. Eh bien, Monsieur le Président, je crois qu'on peut parler de beaucoup de circonstances particulières pour ce qui est de cette loi sur les normes du travail, mais je crois que l'on devrait également indiquer que c'est là le fond du problème. C'est que le gouvernement a décidé d'aller de l'avant et de prendre un groupe de modifications, de les mettre en œuvre. Et on a parlé des résultats de ces modifications, comme l'a indiqué le leader du troisième parti. Et ces modifications seront enfin présentées à l'Assemblée. Et, Monsieur le Président, je sais que ses collègues et le leader du tierce parti seront très fiers du progrès qu'on aurait effectué pour ce qui est des prestations de fin de service et de la protection en cas de faillite pour ce qui est de leur salaire, et seront très heureux des mesures progressistes que l'Ontario a prises dans le cadre de cette loi sur les normes du travail. Dernière supplémentaire. Monsieur le Président, en guise de dernière supplémentaire, j'aimerais poser une question au ministre. Celui-ci pourrait-il expliquer pourquoi des renseignements n'ont pas été produits, pourquoi on n'a pas de rapport sur la santé et la sécurité, pourquoi on n'a pas pu divulguer à certains groupes intéressés des renseignements pertinents, et pourquoi il n'y a pas de protection pour les travailleurs qui ont été mis à pied ou licenciés ou qui se trouvent être des victimes de faillite. Est-ce que vous êtes en mesure de justifier 1 an et demi de délai sans du tout traiter de ces questions? Et pendant ce temps, il y a de plus en plus de personnes qui trouvent la mort en lieu de travail qu'en mai 85. Est-ce que vous ne trouvez pas que ces faits devraient suffire pour que vous preniez votre démission et qu'on cède la place à quelqu'un qui serait en mesure de faire votre travail et respecter ses droits? Eh bien, Monsieur le Président, je peux indiquer qu'on a fait des progrès pour ce qui est de loi au sein de cette province et qu'on essaye de protéger les travailleurs. Et l'honorable leader du tierce parti dit, eh bien, c'est rien. Eh bien, je peux vous indiquer que c'est plus que le premier ministre du Manitoba a fait pour les travailleurs du Manitoba. Alors, on ne doit pas prétendre que le gouvernement de l'Ontario n'a rien fait. C'est faux. Dans beaucoup de domaines, Monsieur le Président, nous allons bientôt mettre en œuvre des réformes et d'autres changements. Et je suis sûre, Monsieur le Président, c'est pour ça que nous avons ce genre de questions. Par exemple, l'étude de Coopers-Lybrand, Monsieur le Président, ou encore par rapport au rapport ou à l'étude de McKenzie, cette étude sera divulguée sous peu. Elle est presque terminée. À l'ordre. Député de Carleton-Grenville, vous aimeriez poser une question? Monsieur le Président, mardi, j'ai posé une question au solliciteur général concernant l'usage de bateaux de la Sûreté de l'Ontario. Et depuis, il ne s'est pas montré. Et hier, j'ai posé une question au procureur général. Posez votre question. Bon, alors j'ai posé au trésorier. Peut-être que lui sera en mesure de donner des réponses. Ce matin, Monsieur le trésorier, nous avons pu rejoindre la Sûreté de l'Ontario à Kingston et ils nous ont dit qu'ils ne remettrait pas le journal de bord du bateau sur lequel se trouvait le solliciteur cet été. Ensuite, on a pu parler au surintendant Jack Pert, ici à Toronto, et on lui demandait également de nous montrer ses journaux de bord, et il nous a dit qu'on devrait aller voir le procureur. Et je trouve qu'on voit un solliciteur qui est en train d'avoir une enquête menée par le truchement du procureur et que, dans le fond, tout le monde se renvoie la balle et on tourne en rond. J'aimerais simplement indiquer que je n'ai pas dit que c'était un juge, mais quelqu'un qui faisait un travail. J'aimerais simplement indiquer que, certes, la question est en train de se faire examiner par la Sûreté de Toronto. Ce serait la mesure à prendre en ce moment, mais dès que le rapport sera prêt, il sera divulgué. Supplémentaire. Monsieur le trésorier,
d'après les lignes directrices en matière de conflit d'intérêts de votre premier ministre, on voit que lorsqu'on est au pouvoir, qu'on a une position, la responsabilité relève du ministre personnellement de ne pas se trouver dans une situation où il serait en conflit d'intérêts. Il ne peut pas se trouver dans une situation où il aurait affaire avec des affaires du gouvernement en tant qu'individu et que dans ce moment-là, il faudrait qu'il aille voir un collègue, que ce serait un collègue qui serait en charge de décider. Est-ce qu'on pourrait nous dire qui donc a été nommé pour agir en lieu de M. Keyes, le solliciteur général, dans cette question-ci? Personne n'a relevé M. Keyes de ses fonctions, étant donné que rien n'était de décidé encore. Comme j'ai indiqué, il y a une enquête menée par la Sûreté de Toronto et s'il y a quelqu'un qui a des renseignements et qu'on devrait les inclure dans cette enquête, je suppose que ces personnes vont en informer soit le procureur général ou encore la police de Toronto. Nouvelle question. Nouvelle question, le député de Sudbury-Est. On fait preuve de générosité ici. Le ministre pourrait-il m'indiquer pourquoi, depuis le 20 février 1985, ou plutôt le 7 mars de l'année dernière, le 13 mai, le 18 juillet et enfin cet automne, j'ai essayé d'obtenir par écrit et au téléphone, et tout en parlant de cette question au téléphone, plusieurs chefs d'accusation contre des corporations, des travailleurs ici dans la province de l'Ontario. Et malgré ces 5 démarches, on ne nous a pas fourni ces renseignements. Pourriez-vous nous indiquer pourquoi on n'a pas obtenu ces renseignements? Eh bien, Monsieur le Président, je sais que l'honorable député a réclamé ces chiffres, ces données. Je n'ai pas des données pour cette année, mais je les ai pour 85. Et comme l'honorable député le sait et qu'il les réclame, je vais essayer de trouver ces chiffres. Mais ce qui n'est pas important, c'est 85-86, mais plutôt par rapport à 86-87, étant donné que les données autrefois étaient différentes. J'aimerais indiquer que en fait, c'est seulement à partir du 21 novembre 85 que la nouvelle politique de prosecution est venue en effet, étant donné que, de toute façon, on ne la verra jamais vu l'inactivité du gouvernement. Étant donné que vous dites tant de bien concernant votre nouvelle politique, vous avez indiqué qu'il y aurait plus de situations répétées ou de demandes répétées. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi votre ministère a décidé, dans les 3 sections de votre rapport annuel, que dans le fond, il y a eu un certain nombre de ces situations qui ont été abandonnées? Tout ce que vous avez fait, c'est retirer les données de ce rapport et c'est de votre ministère que cela relève et non pas de votre prédécesseur. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous écrivez des nouveaux renseignements pour qu'on n'ait pas à écrire à nouveau ce genre de commande? Oui, la première section ici, il faudrait que je le vérifie. Et je sais que M. le Président a raison, mais ce qu'on a indiqué, c'est qu'on ne répéterait pas des ordres et on l'a indiqué en novembre. Et je devrais le vérifier avec ceux qui compilent les données, mais je suis sûre que ça a été fait parce que c'est seulement maintenant qu'on donne une ordonnance. Il n'y a pas d'ordonnance cumulative. Et le rapport de 86-87 le montrera clairement. Maintenant, si je peux répondre à votre première question, il y avait 241 personnes qui ont été trouvées coupables en 85-86. Et il y avait 305 chefs d'accusation en tout, parce que cette personnes ont été accusées plusieurs fois. Et 157 compagnies ont été accusées.
66 superviseurs sur 75 chefs d'accusation et 28 employés sur 31 chefs d'accusation ont été trouvés coupables. Nouvelle question, le député de Brampton. Étant donné que maintenant nous sommes enneigés et que beaucoup d'animaux maintenant sont touchés par la rage, j'aimerais poser une question concernant le système de vaccination vis-à-vis des animaux. J'aimerais savoir s'il a ces chiffres. Oui, Monsieur le Président. Bien sûr, il s'agit là d'un problème d'importance. Et nous avons, par exemple, lâché un appât, par exemple, à partir d'un avion. Nous avons augmenté les doses pour s'assurer que ce soit efficace. Par exemple, dans le comté de Huron, on a beaucoup fait de recherches dans cette question et les résultats seront fournis sous peu et lorsqu'ils nous proviendront, je serai prêt à les partager avec les gens d'en face. Nouvelle question. Le député de Cochrane-Sud. J'ai une question qui se pose au ministre des Richesses naturelles. Il semblerait que les gens du Globe and Mail ont plus de renseignements que nous, les députés. Le 20 novembre, le ministre a indiqué que le ministre n'était pas d'accord avec la situation concernant le bois d'œuvre, la position fédérale. Il a également indiqué que il veillait aux intérêts de l'Ontario pour ce qui est des mesures compensatoires à Washington. Depuis, 900 personnes ont perdu leur emploi en Ontario étant donné ces mesures compensatoires. Le ministre pourrait-il nous dire à quel moment Blake Castles a dû donner un avis et quand est-ce qu'il a déposé cet avis? Oui, j'aimerais prendre la première question. Les chiffres pour ce qui est de la perte d'emploi sont des chiffres que je ne sais pas expliquer. Je ne suis pas imputable par rapport à ces chiffres. Lorsqu'on a indiqué qu'il s'agissait d'un lien direct aux mesures compensatoires, ce n'est pas vrai. Il faut encore le prouver. Par conséquent, je ne crois pas que je sais répondre à ceci. Je ne crois pas que le député a les renseignements qui le prouvent non plus. Maintenant, pour ce qui est de la prise de position du gouvernement de l'Ontario vis-à-vis des mesures compensatoires, notre position a toujours été sans équivoque et dès le début. On a toujours indiqué qu'on était contre les mesures compensatoires, qu'on allait tout faire pour se battre contre. Et l'honorable député a indiqué qu'il a participé dans cette lutte la dernière fois et qu'il a su remporter une victoire. Or, il semblerait que le député n'a pas du tout su donner une contribution valable à cette lutte parce qu'en fait, la lutte a été gagnée parce qu'on avait un terrain tout à fait différent de celui sur lequel nous jouons aujourd'hui. Par exemple, Sam Gibbons a proposé un projet de loi qui a changé complètement la situation des subsides. Et aux États-Unis, on a choisi la route protectionniste et la situation aujourd'hui à laquelle nous avons à faire face est différente. Et la position de l'Ontario est une bonne prise de position. Les syndicats l'appuient et le gouvernement fédéral aussi est en chef de file à cet égard. Ce ministre a continué dans la même voie que le ministre du Commerce. Il n'a même pas répondu à la question. Il n'avait pas répondu à la question. Quand les commandes n'arrivent pas pour le bois en Ontario, des gens sont licenciés. Les commandes n'ont pas été reçues et 900 personnes ont été remerciées. Et vous dites que ce n'est que seulement que vous avez envoyé une lettre. La lettre a été reçue hier par le département de commerce aux États-Unis. C'est seulement hier. Cet avis dont vous parlez ne veut rien dire. Cela nous donne des renseignements. Cette lettre, c'est seulement pour obtenir des renseignements de ce qui a été
déposé, mais je peux vous dire que la position du gouvernement de l'Ontario, c'est d'accorder tout son soutien au gouvernement fédéral. Il s'agit d'une question de commerce international. Vous le savez très bien et vous essayez de cacher les faits. C'est une question qui relève du commerce international. Cela concerne les relations entre le Canada et les États-Unis. Le gouvernement fédéral mène la guerre contre ce droit compensatoire. Nous sommes d'accord avec eux. Nous sommes en train de chercher des moyens pour protéger les travailleurs de l'Ontario parce que les Américains sont en train de menacer la souveraineté du Canada. Ils prétendent qu'ils peuvent venir ici et nous dire comment nous devons travailler. Nous n'allons pas l'accepter. À l'ordre. Le ministre, le député de Cochrane South, le député de Scarborough Centre, à l'ordre. Nous allons attendre. Le député de Cochrane Sud a déjà posé sa question et sa question supplémentaire. Encore une fois, je vais attendre. Il y a de nombreux députés qui veulent poser des questions. Le député de Bellwoods. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question destinée au ministre du Travail en ce qui concerne la réforme de la Commission des accidents du travail. Je suis sûr que la plupart des députés dans cette Assemblée reçoivent des travailleurs blessés chaque semaine. Compte tenu du fait que 10 à 15 des régimes de retraite sont prélevés pour offrir des pensions de retraite. En même temps, ces travailleurs sont blessés et sont admissibles aux indemnisations pour les travailleurs handicapés. Je voudrais demander au ministre comment ça se fait qu'un an et demi après avoir pris ces fonctions, que vous n'avez pas du tout réformé à la Commission des accidents du travail. Vous avez le rapport Weiler, vous ne faites absolument rien à ce sujet et vous n'avez pas introduit un projet de loi dans cette Chambre pour réformer cette commission. Pourquoi est-ce que vous ne démissionnez pas? Eh bien, Monsieur le Président, je penserai et je crois que l'honorable député rencontre beaucoup de travailleurs blessés dans son comté et je sais qu'il s'intéresse beaucoup à la cause des travailleurs blessés. Je crois que l'honorable député voudrait s'assurer que quand nous voulons protéger les travailleurs blessés, nous devons adopter les méthodes appropriées. L'honorable député doit savoir que les propositions qui ont été rejetées en Ontario en 1983 est une qui a été adoptée dans d'autres provinces dans ce pays. Alors nous devons faire quelque chose qui est différent. Le professeur Weiler nous a remis un rapport provisoire et j'ai indiqué à la Chambre que nous attendons que le professeur Weiler nous donne une mise à jour concernant des questions qu'il n'a pas traitées dans son rapport et je crois que la plupart des députés aimeraient recevoir ses opinions là-dessus et à ce moment, nous allons déposer son rapport. En même temps que c'est un document technique qui n'était pas prêt jusqu'au début de l'automne. C'est là la raison pour le retard. Mais je veux dire, nous allons aller de l'avant avec la réforme. Le 6 novembre, j'ai demandé au ministre du Travail d'expliquer pourquoi l'enquête interne sur les allégations concernant la Commission des accidents de travail et à l'hôpital de Downsview était menée par la personne qui était visée par ces allégations. Le directeur de ce centre médical à Downsview, pourquoi est-ce que ce rapport n'a pas été rendu public? C'était le 6 novembre et nous sommes aujourd'hui le 20 novembre. Ma question, c'est tout simplement, avez-vous tellement peur des bureaucrates au sein de la Commission des accidents du travail, tout comme vous avez peur des bureaucrates au sein de votre propre ministère? Eh bien, Monsieur le Président,
On m'a informé, quand j'avais parlé avec l'honorable député, on m'a dit que le rapport final sera déposé dans 2 semaines. Ils ont pris des témoignages de certaines personnes. Il y a eu des transcriptions et cela a pris du temps. Après que ces transcriptions aient été faites à Windsor, Monsieur le Président, les accusations ne sont pas contre le Dr. Comer. Il y a toute une série d'accusations concernant la mauvaise conduite à Downsview. Et, Monsieur le Président, cela me préoccupe comme tout député. Peut-être je suis plus que d'autres. Je pense que l'honorable député a pu faire un préambule à la question et peut-être le député de Hamilton Est doit savoir qu'il y a un bureau qui sera ouvert à Thunder Bay et à Hamilton. Il y a un qui sera ouvert à Ottawa la semaine prochaine. À l'ordre. Le député de Sudbury East n'a pas la parole pour une question supplémentaire. Le député de Yorkview. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre du Revenu. Le ministre doit savoir que le 29 octobre, le Conseil de la métropole de Toronto avait adopté une motion acceptant l'article 66 pour l'évaluation foncière d'après la valeur marchande pour la ville de Toronto. J'apprécie les renseignements du député de Durham York. Il n'a pas la parole. Le député de Yorkview pour une nouvelle question. Monsieur le Président, étant donné que l'opposition officielle peut nous donner quelques leçons sur ce qui n'a pas marché, nous serons prêts après la séance d'écouter. Ma question s'adresse au ministre du Revenu. Le ministre doit savoir que le 29 octobre, le Conseil de la métropole de Toronto avait accepté l'article 65. Je comprends que le Conseil de la métropole de Toronto a demandé qu'on rende public un certain rapport qui a été fait en 1980. Ce rapport pourra répondre à d'autres questions aussi. Je voudrais savoir quelles sont les questions qui restent à être réglées et comment le ministre compte répondre aux questions posées par le Conseil de la métropole de Toronto et quand est-ce qu'il compte rendre public l'étude faite en 80. Je remercie le député pour sa question et je vais vous rappeler de cette époque où il fallait donner des avis écrits avant midi, avant de poser des questions. L'honorable député qui avait posé la question a raison et il va se rappeler que j'avais déposé la lettre du président du Conseil de Toronto qui dit que le Conseil n'a pas besoin de renseignements de l'évaluation par propriété d'après l'étude de 1986. La lettre expliquait très bien et les députés qui sont de la région métropolitaine de Toronto vont se rappeler qu'il avait demandé d'une étude plus récente. Il avait parlé des possibilités à ce concerne et on avait parlé d'une étude qui indiquerait les conséquences d'après les valeurs de 1984 sera entreprise au début de l'année qui vient et doit être terminée d'ici printemps 87. Et je peux assurer les députés que quand cette étude sera terminée, elle sera remise au président du Conseil de la métropole et ce dernier pourra en discuter avec les conseillers de la métropole de Toronto.
Étant donné que les députés sont impatients de prendre connaissance de la lettre que l'honorable député m'avait apportée, en réponse à une autre question, j'avais déposé la lettre et je donne maintenant les 2 copies. J'apprécie la réponse qu'il y aura une nouvelle étude sur les conséquences bientôt. Je voudrais quand même que le trésorier donne l'assurance à la Chambre que les actions de l'ancien gouvernement ne seront pas répétées par notre gouvernement, que à la fin de l'étude en 87, non seulement on va présenter le rapport au président de la métropole, mais aussi aux députés de la Chambre. Je suis d'avis qu'il faudra remettre ce rapport au président de la métropole et je crois qu'on devrait leur faire confiance pour savoir s'ils veulent le rendre public ou non. Nouvelle question, le député de Mississauga-Est. Monsieur le Président, ma question s'adresse au trésorier. C'est une question qui pourra répondre très facilement. Les membres de l'association de camionneurs et leurs employés sont très inquiets du fait que le gouvernement a l'intention de faire adopter encore une fois le 7 % de taxes sur les camions. Compte tenu qu'il y a eu des représentations faites auprès du ministère sur cette question, le plus récente était une présentation faite sur le comité permanent sur les finances et les affaires économiques. Est-ce que le ministre est prêt à être plus raisonnable et travailler et étudier les recommandations de l'industrie pour faire adopter cette taxe sur une période de 3 ans? Je crois que la taxe de vente ne s'applique pas aux camions lourds. Il y a une exception quand le député actuel de Muskoka était trésorier et on avait exempté cette industrie parce qu'il y avait un ralentissement. Nous pensons maintenant que l'économie s'est améliorée en général et qu'on peut imposer cette taxe de vente et cela va nous rapporter des revenus de l'ordre de 65 millions de dollars sur une période de 4 ans. Je crois que cette disposition dans le projet de loi devrait être maintenue et nous tenons compte des représentations faites au sein du comité, des présentations faites par les camionneurs et par d'autres personnes. Nous allons étudier les recommandations avant de présenter le projet de loi à la Chambre. Je me suis engagé que si jamais il y a des modifications, et je crois vraiment qu'il va y en avoir, les députés pourront les étudier avant. Question supplémentaire. Dans une lettre récente émanant du directeur des ventes d'une de ces compagnies, un camionneur devra voyager une distance de 23 000 milles supplémentaires et travailler pendant 9,5 semaines afin de pouvoir payer la taxe additionnelle. Si la proposition a été adoptée telle qu'elle, ils seront obligés de fermer boutique pendant 3 mois. Encore une fois, Monsieur le Président, je demande au trésorier d'appliquer cette taxe progressivement pendant 3 ans afin de protéger les compagnies et les personnes qui œuvrent au sein de l'industrie de camionnage en Ontario. Peut-il faire un tel engagement? En ce qui concerne ce qu'il a dit, la réponse est non. Nouvelle question, le député de Hamilton-S. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Ce matin, j'ai eu l'excellente occasion de passer environ une demi-heure avec Jeanne Larcher, la veuve de 77 ans d'un mineur de Timmins. À l'ordre. Je voudrais simplement m'assurer qu'il y a un peu d'ordre. Monsieur le ministre, Jeanne Larcher
Et elle est le chef d'un groupe de 44 veuves. Est-ce qu'il sait que sans la deuxième étape de l'étude Mueller et sans le rôle que doivent jouer les travailleurs du comité, ils ne peuvent pas établir les réclamations pour les travailleurs? Compte tenu de cet aspect, est-ce que le ministre du Travail peut nous dire que ces informations n'ont pas été rendues publiques malgré plusieurs demandes au cours de l'année dernière? Est-ce que le ministre peut nous dire ce qu'elle a l'intention de faire en ce qui concerne le cas de Jeanne Larcher? Le fait est que cette étude n'a pas été terminée avant l'été dernier. En fin de compte, ce ne fait pas un an. Soyons juste là-dessus. Je me suis déjà engagé, Monsieur le Président, que je vais parler aux officiels de mes ministères pour m'assurer que le rapport provisoire, le rapport final, l'étude Mueller soit disponible à cette veuve et aux membres de son organisation. J'ai une conférence avec d'autres personnes qui ont soulevé cette question ce matin. Au cours de ma conversation avec M. Gerard et dans la lettre qu'il m'a donnée, il a aussi parlé des rôles d'autres personnes. Je présente des excuses. J'avais un déjeuner causerie où j'ai parlé de cette question. Et à mon retour à la Chambre cet après-midi, je vais étudier tous les témoignages. Monsieur le ministre, étant donné que cela a pris jusqu'à 3 à 5 ans aux mines d'uranium pour établir des précautions, et compte tenu qu'il y a plusieurs centaines de mineurs d'or qui sont morts, est-ce que le ministre peut nous dire, et il sait très bien que cette lutte est menée depuis des années, pourquoi est-ce qu'on n'a rien fait pour protéger ces femmes? Pourquoi est-ce qu'elles vivent dans un tel état de pauvreté tel qu'a été décrit par Mme Larcher? Il devrait avoir honte et il devrait présenter sa démission. Monsieur le ministre, eh bien, Monsieur le Président, encore une fois, s'il va y avoir... C'est la 7e fois ou peut-être la 8e fois qu'on me pose la même question. Je ne sais pas combien de fois il doit poser la question pour que ce député et le député du troisième parti pour comprendre que le comité qui étudie les maladies industrielles veulent établir les critères qui sont appropriés en ce qui concerne les indemnisations à accorder. Je crois que c'est la première fois qu'on a l'occasion de passer à des conclusions qui ne sont pas scientifiques, à des conclusions scientifiques. Le type de progrès que l'honorable député demande et que moi aussi je veux voir, cela prend du temps. Et il faudra laisser le temps au comité de bien faire son travail. Je vais accorder mon soutien à ce comité. Je crois que M. Gagnon, M. Joly et le Dr. Chang aimeraient avoir le temps nécessaire pour faire un bon travail. Nous allons attendre patiemment. À l'ordre. À l'ordre. Député de Durham-York, nouvelle question. Oui, ma question s'adresse au trésorier. Les agriculteurs de votre circonscription et de la mienne, aujourd'hui, vont donner leur maïs à 2,50 $ le boisseau aux silos. Il y a 15 sous de coût de transport, 75 sous pour d'autres coûts. Et beaucoup des agriculteurs n'ont même pas le prix de revient si l'on tient compte des fertilisants et autres produits. Comment donc les agriculteurs de ces circonscriptions peuvent-ils être concurrentiels par rapport aux États-Unis? Je sais que hier, on a pu voir que le prix du maïs au Canada est un peu plus élevé que celui qui prévaut sur les marchés internationaux. Il saura aussi que le gouvernement fédéral a un programme de stabilisation qui remet 95 % du prix moyen
au cours des 5 dernières années aux agriculteurs. La province de l'Ontario a un autre programme qui subventionne à 5 en plus de 95 En fait, cette loi est entrée en vigueur au cours du dernier gouvernement minoritaire en 1975. Ceci offre une certaine protection et ça veut dire que le trésor du fédéral et une étendue moindre le trésor du provincial viennent en aide donc aux agriculteurs. Il y a également un tarif de protection contre les importations des États-Unis imposé par le fédéral et nous espérons que ceci augmentera les prix. Quoi qu'il en soit, il y a un surplus de maïs sur les marchés internationaux et la situation également, on peut voir comment elle est donc en Europe et aux États-Unis. On peut trouver des prix de 3 $ et 3,15 $ le boisseau s'il participe au programme. Mais la situation à long terme est une situation difficile. Oui, la situation actuelle est telle qu'elle est parce qu'il y a eu une loi adoptée par le Sénat récemment contre justement l'égard du maïs. Et cette loi a été passée entre votre premier et deuxième budget. Et le dernier budget a offert la plus petite augmentation exprimée en pourcentage en aide aux agriculteurs en Ontario. Combien donc de centaines de millions de dollars avez-vous l'intention d'octroyer aux agriculteurs ontariens afin que ces agriculteurs puissent prendre le taureau par les cornes, en l'occurrence cette crise qui a eu lieu, qui est née entre le premier et deuxième budget que vous avez proposé? Je ne trouve pas qu'il s'agit d'une supposition non raisonnable, mais le député serait qu'il y a eu des subventions donc du fédéral et du provincial, mais le fédéral, au moment des élections en Saskatchewan, a indiqué qu'il y aura 1 milliard de dollars qui seraient versés aux agriculteurs du Canada. Et nous tenons également en Ontario de venir en aide dans le cadre de notre programme aux agriculteurs de l'Ontario et certainement nous allons en discuter au cours des semaines à venir. En ce moment, le ministre de l'Agriculture se trouve à Vancouver avec le premier ministre et je suis sûre que d'autres collègues du cabinet participent aussi. Le temps pour les questions orales s'est écoulé.